Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 11 heures, le webinaire va commencer sur êtes-vous pour 2022, êtes-vous prêt pour Calliope? Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, l'année dernière, on avait fait 2021, êtes-vous prêt pour Calliope? Donc, eh bien, crise sanitaire oblige. On va donc reparler un petit peu de Calliope, puisque ça a été repoussé, comme beaucoup d'entre vous le savent, au 1er janvier 2022, et on fera en même temps un petit point d'avancement sur le sujet. Alors, avant de rentrer et de vous présenter le sommaire, je vous rappelle, donc moi je suis Alex Landreau, je suis directeur produit de l'éditeur de logiciels Alcuin, chez l'éditeur de logiciels Alcuin. Alcuin est un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion de la formation, qu'elle soit continue ou initiale. Et à ce sujet, donc, nous avons comme clients des organismes, des établissements, que sont les organismes de formation ou les établissements d'enseignement supérieur. Et donc, ils sont tous concernés par Calliope, et c'est à ce sujet que je vais donc vous parler de Calliope aujourd'hui. Alors, on va revoir un petit peu le plan. Donc, Calliope, une nécessité. Ensuite, on verra l'essentiel, le processus de certification, et puis la deuxième partie de la présentation sera par où commencer, c'est de vous donner quelques idées de comment établir votre certification, apporter quelques éclairages et surtout de vous expliquer comment votre système d'information, que ce soit Alcuin ou un autre, peut vous aider à contribuer dans l'obtention et le renouvellement de la certification Calliope. Alors, on va commencer. Donc, Calliope, une nécessité. Pourquoi une nécessité? C'est tout simplement aujourd'hui que si vous souhaitez obtenir un financement d'un organisme public, eh bien, vous êtes obligé d'être certifié Calliope. Donc, si on sépare le marché de la formation professionnelle, on peut le séparer en quatre secteurs. Vous avez le secteur des entreprises de plus de 50 salariés, où là, il y a une liberté financière et l'entreprise peut vous acheter de la formation sans exiger de vous et de votre part une certification Calliope, mais il est fort à parier qu'elle le fera, puisque de toute façon, vous serez dans une relation client-fournisseur. Et dans ces grandes entreprises-là, ça fait bien longtemps que la qualité est un critère de sélection des fournisseurs. Donc, il y a fort à parier que ça soit exigé, même si ce n'est pas une obligation. Par contre, derrière, pour les entreprises de moins de 50, où il y a encore le plan de formation financé par l'OPCO, eh bien, là, vous serez obligé de certifier Calliope. Pour tout ce qui est recrutement de formation en alternance, eh bien, vous serez obligé d'être certifié Calliope, puisque c'est des financements OPCO également, avec des abondements parfois des régions, dans certains cas. Et puis, pour tout ce qui est formation grand public, demandeurs d'emploi, etc., tout ce qui va être des formations concernant le CPF transition ou des financements publics obtenus par des conventions régions, Pôle emploi, etc., et tous les financeurs institutionnels, et bien là encore, vous serez obligé d'être certifié Calliope pour pouvoir prétendre à ces fonds publics. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus grand espace pour des organismes de formation qui ne soient pas certifiés Calliope. Alors, si on regarde le premier retour de France Compétences sur la certification, 25% des organismes sont certifiés aujourd'hui ou en cours de certification. Donc, les premiers organismes certifiés, la plupart avaient déjà, soit étaient déjà à Datadoc, soit avaient déjà une démarche qualité interne qui leur a permis rapidement de pouvoir satisfaire aux 32 indicateurs de Calliope. Donc, la décision, évidemment, c'est une logique économique. C'est pourquoi on fait Calliope, c'est pour justement obtenir ces fonds publics de formation. Donc, par contre, il y en a certains qui ne l'ont toujours pas fait.
Alors, c'est souvent des petits organismes parce que, bon, Calliope, vous verrez que c'est une vraie certification qualité. C'est pas comme Datadoc. Datadoc, on faisait un effort une fois pour produire ce qu'il fallait pour obtenir la certification, mais ensuite, on n'était pas contrôlé sur le fait de maintenir notamment le système documentaire qu'on avait justifié pour obtenir Datadoc. Alors que Calliope, c'est une certification qualité qui est renouvelée et donc pour lesquelles vous allez devoir non pas faire un effort de document, mais faire un effort sur vos processus, sur votre organisation du travail et sur les processus de gestion que vous allez mettre dans votre organisme de formation. Et donc, c'est pour ça que pour certains organismes, ça a un coût, c'est un impact fort. Et certains vont préférer faire des partenariats ou être absorbés par des structures certifiées. Donc, on voit beaucoup de regroupements d'organismes de formation, à l'instar de ce qu'on a connu dans l'enseignement supérieur à un moment donné pour obtenir des accréditations de qualité aussi, mais internationales, où les établissements se sont regroupés pour être plus forts. Eh bien, on a un frémissement dans le monde de la formation professionnelle, dans les organismes de formation, où on a tendance à avoir des regroupements d'organismes de formation pour atteindre une masse critique, une taille de structure leur permettant à la fois d'absorber bien sûr Calliope, mais aussi tout ce qu'il faut mettre en place pour être aujourd'hui compétitif comme entreprise de formation, et j'aime bien ce terme, puisque vous êtes une entreprise comme une autre, vous concevez vos produits, vous les vendez sur le marché et vous les facturez. Donc, renoncer à Calliope et intervenir en sous-traitance, ça, certains, notamment certains ont choisi aussi cette stratégie. Et puis, passer la certification sans la capacité d'obtenir, ça, c'est un autre choix. Donc, ça, c'est des critères de France Compétences. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la démarche Calliope, elle a été acceptée par tous, mais qu'elle va entraîner des restructurations dans le paysage des organismes de formation. Alors, l'essentiel de Calliope maintenant. Donc, je vais passer assez vite sur ces éléments-là que vous connaissez maintenant déjà tous aujourd'hui. Donc, Calliope aujourd'hui, c'est 32 indicateurs, 32 critères regroupés en 7 indicateurs. Que ces indicateurs, aujourd'hui, on va les détailler un tout petit peu plus tard. Il y a des indicateurs dits majeurs et des indicateurs dits mineurs qu'en fonction des activités de formation professionnelle que vous adressez, c'est-à-dire les 4 activités qui sont la formation continue, l'apprentissage, l'AVE et le bilan de compétences. Si vous faites du diplômant ou pas de diplômant, enfin du certifiant ou pas de certifiant, eh bien c'est pareil, vous aurez entre 23 et 32 indicateurs. Donc, tout ça, évidemment, va être mis en place. Alors, à quelle échéance aujourd'hui? Eh bien, la nouvelle échéance, c'est le 1er janvier 2022 pour les fonds publics. D'ici là, pour ceux qui disposaient de Datadoc, eh bien, c'est maintenu, le dispositif Datadoc est maintenu. Maintenant, il ne faut pas attendre de passer l'audit pour être certifié, car beaucoup de financeurs, ils font déjà très attention si vous êtes entré dans la démarche Calliope ou pas. Alors, donc le processus de certification. Alors, le processus de certification Calliope. Donc, vous avez déjà une préparation entre 3 et 6 mois pour lesquels vous pouvez vous accompagner. Il y a des consultants spécialisés dans l'accompagnement à la certification, au passage de certification Calliope. Ensuite, une fois que vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous avez défini tout votre système documentaire, tous vos processus de travail, tous vos référents, notamment les référents handicap, etc., eh bien, vous allez pouvoir passer l'audit de certification. Si vous obtenez la certification, eh bien, 18 mois plus tard, vous passez par un audit de surveillance pour bien vérifier que vous maintenez les bonnes résolutions que vous avez présentées lors de l'audit de certification. Éventuellement, il y aura des rectifications. Et puis, 3 ans plus tard, vous avez un audit de renouvellement de la certification, donc qui est à 36 mois par rapport à la date d'obtention de la certification. Donc, vous voyez, c'est un audit. Et ça,
Et après, vous repartez sur 18 mois plus tard un audit de surveillance et 36 mois plus tard un audit de renouvellement. Donc, ça veut dire que votre certification, elle est donc vivante, maintenue et contrôlée. Donc, il n'y a plus de… Donc, les processus que vous devez mettre en place dans le cadre de Calliope doivent être pérennes et non pas uniquement réalisés pour obtenir la certification. Donc, comme je vous ai dit, l'audit porte sur 32 indicateurs à valider. Alors en fait, dans la vraie vie, donc, en fonction de votre activité, hein, si vous faites les 4 activités de la formation professionnelle ou si vous en faites que 1, 2 ou 3, eh bien, vous aurez entre 23, et si vous faites de la certification ou pas, donc vous aurez entre 23 et 32 critères à valider. Donc, si vous partez sur 32 critères, vous avez 17 indicateurs majeurs. Et si pendant l'audit, un seul de ces critères n'est pas conforme, eh bien, vous n'obtenez pas la certification. Alors, 17 et 15, 32, donc là, il y a une coquille, ce n'est pas 11 indicateurs mineurs, c'est 15 indicateurs mineurs. Donc, si vous avez là 5 mineurs non conformes, vous n'obtenez pas non plus la certification. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est quand même très rigoureux, c'est que plus de la moitié des indicateurs sont éliminatoires, c'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, c'est-à-dire si dans l'échantillonnage que l'auditeur réalise sur vos dossiers de formation, il trouve, il y a des choses qui concernent le dossier de formation, d'autres choses qui concernent votre organisation, eh bien, s'il trouve une non-conformité, cette non-conformité est rédhibitoire. Donc, il faut donc être extrêmement vigilant et prendre d'une manière extrêmement au sérieux cette certification, car c'est une certification qui va réellement vous transformer. Pour ceux qui n'ont pas déjà de démarche qualité, hein, il y a beaucoup d'organismes, la plupart ont déjà des démarches qualité, donc pour elles, c'est juste une mise en conformité de leur démarche qualité avec celle exigée par Calliope. Alors, les indicateurs les plus difficiles, donc les non-conformités les plus souvent détectées, donc ça encore, c'est source France Compétences. Donc, évidemment, l'analyse du besoin, le processus de vente, donc on ne prend pas assez le besoin du client. Alors, c'est vrai que le client, il achète une formation sur catalogue. Donc, normalement, les objectifs sont bien définis. Donc, potentiellement, s'il achète cette formation avec des objectifs correctement définis, eh bien, ça doit correspondre à ses attentes. Mais il faut le vérifier. Si ce n'est pas vérifié, pas suffisamment vérifié, l'auditeur peut dire vous n'avez pas fait d'analyse du besoin. Les objectifs de la prestation, donc très clairement dessinés. Vous savez que la réforme de 2018 a redessiné l'action de formation et a redéfini l'action de formation d'une manière très précise. Non plus en programme, comme on avait avant, mais vraiment en objectif et en parcours. Et c'est très, très important aujourd'hui que ça soit très clairement exprimé au niveau des actions de formation que vous publiez, que vous diffusez. Donc, les contenus modalités, l'adaptation de la prestation, l'atteinte des objectifs, la situation de handicap. Situation de handicap, il faut absolument avoir des mentions sur le handicap dans pratiquement tous vos documents. Il faut avoir un référent handicap. Il faut diffuser sur vos sites web le fait que vous traitez le handicap. Il faut, dans vos réservations de ressources, vos salles, vous avez des salles que vous avez bien identifiées, les salles qui sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap, avec les différents types de handicap, la mobilité réduite, etc. Donc, il faut être extrêmement précis sur ces éléments-là. Le processus d'amélioration continue, c'est le traitement des réclamations, des non-conformités. Donc, un outil ce qu'on appelle le support client. On aura l'occasion de voir ça un petit peu plus tard. Dans la présentation, les non-conformités mineures sont les informations publiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous publient déjà sur leur site internet leurs actions de formation correctement documentées en fonction des nouvelles exigences de Calliope, mais également avec les indicateurs, combien de personnes se sont inscrites à cette formation,
Si elle est, combien en ont été satisfaits? Si elle est certifiante, combien ont passé la certification et combien l'ont obtenue? Donc voilà, donc ce sont des indicateurs très importants et enfin, qui sont considérés comme mineurs aujourd'hui, mais qui deviennent aujourd'hui, à l'instar de ce qu'on achète sur Internet. Hein, observez qu'aujourd'hui, quand vous achetez sur Amazon, vous regardez tout de suite les critiques, positives et négatives derrière. Les deux sont très enrichissantes. Eh bien, Amazon ou ailleurs, hein, pardon. Et eh bien, la formation, ça devient un produit. Alors, ce n'est pas un produit de consommation tout à fait comme un autre, mais c'est assujetti aux mêmes critères d'achat. Les conditions, notamment pour tout ce qui va être acquisition par le public, comme le CPF. Donc, conditions de déroulement, favoriser l'engagement des bénéficiaires, le recueil des appréciations, donc c'est les non-conformités mineures. Donc, voilà en fait la principale non-conformité détectée. Alors, si vous le voulez bien, on va voir justement ces indicateurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement facilement répondre et satisfaire aux critères de l'exigence, aux critères de l'audit. Alors, on va quand même, pour le traitement des non-conformités, il faut quand même vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, quand une non-conformité mineure est détectée, vous avez 6 mois pour adresser un plan d'action, donc un plan de correction, hein, pour revenir dans les critères de l'indicateur, donc fournir les éléments de preuve que vous n'avez pas réussi à fournir pendant l'audit. Donc ensuite, il y aura une vérification de la résolution de la non-conformité pendant l'audit de surveillance. Si la non-conformité n'est pas résolue, elle est requalifiée en non-conformité majeure et là, vous êtes disqualifié. En cas de non-conformité majeure détectée pendant l'audit, eh bien, la certification est refusée, mais vous avez 3 mois pour apporter des corrections, des actions correctives. Et si la résolution n'est pas, enfin, si la non-conformité n'est pas résolue en ce délai, eh bien, la certification elle est refusée. Donc, ça veut dire que même si pendant l'audit on vous détecte une non-conformité majeure, vous avez encore 3 mois pour la corriger. 3 mois, on peut faire des choses. Hein. Donc, c'est quand même un audit qui est dur, qui demande qui va demander un investissement hein, et de la transformation de votre organisation, mais qui, une fois obtenu, mais qui est quand même les délais qui sont annoncés sont des délais qui vous permettent quand même de pouvoir faire des choses. Alors, par où commencer? C'est-à-dire, comment on peut satisfaire à l'ensemble de ces critères? Comment on commence une démarche? Comment on prépare? Donc, on va commencer par la préparation. Eh bien, d'abord, il faut établir un plan d'action. Alors, établir un plan d'action, ça veut dire que vous allez voir, vous avez quand même 32 indicateurs. Donc, il va falloir faire traiter indicateur par indicateur. Voilà. Ce n'est pas très compliqué, c'est une démarche assez structurante. Vous prenez chacun des indicateurs. Vous pouvez organiser des ateliers par indicateur, en commençant par les majeurs, évidemment, les 17 majeurs, et en les prenant dans l'ordre. Et puis, un par un, vous allez les passer en revue et les traiter. On va le faire ensemble. On a préparé quelques slides là-dessus. Donc, Calliope, c'est un processus de certification renouvelable. Donc, contrairement à Datadog, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, avec des impacts très forts sur votre organisation, puisque vos processus de conception de l'offre vont être impactés, vos processus de marketing-vente vont être impactés, vos processus d'administration des ventes vont être impactés, vos processus de production vont être impactés et vos processus de service client vont être impactés. Ah, si vous faisiez que du marketing-vente et vous ne différenciez pas l'après-vente de l'avant-vente, eh bien, vous allez voir que c'est quand même intéressant de mettre en place un système support, même si c'est assuré par les mêmes personnes dans votre organisation, il faut que ça soit quand même bien identifié dans l'organisation. Donc, et puis après, vous préparez un tableau de bord par indicateur et que vous, suite à chaque fois que vous avez un indicateur validé, vous le cochez parce que vous avez, et quand est-ce qu'on peut cocher qu'un indicateur est validé? Eh bien, quand on a apporté l'ensemble des éléments de preuve. Tant que les éléments de preuve ne sont pas apportés, eh bien votre indicateur n'est pas validé. On va essayer de voir ça dans des exemples.
Alors, dans la présentation, je vais commencer d'abord par vous présenter, alors je vais présenter le système d'information Alcuin, mais ça peut être n'importe quel système d'information. Pourquoi? Parce que votre système d'information, normalement, il est support de pas mal de processus internes. Et donc, votre système d'information doit contribuer à la fourniture des éléments de preuve pour Calliope. Donc, prenons par exemple le système d'information Alcuin. Donc, c'est un ERP. Un ERP, c'est ce qu'on appelle un progiciel. Donc, un progiciel, c'est un logiciel qui est spécialisé dans les processus de gestion de la formation professionnelle pour un organisme de formation. Donc, ça veut dire que l'ERP doit être capable de gérer la totalité des activités, apprentissage, formation, prestation, bilan de compétences, VAE, et puis derrière, toutes ces activités à travers différents modules que sont la gestion de l'offre, la planification, la gestion des ventes, l'administration des ventes, la facturation, le pilotage. D'accord? Et un système d'information dans un organisme de formation, généralement, c'est comme le soleil dans un système solaire. Vous avez énormément de planètes qui tournent autour du système d'information, qui sont interfacées avec ce système via des systèmes d'API ou d'interface, peu importe. Mais donc, votre système d'information va alimenter le site web, va alimenter Head-Off, va alimenter vos outils de gestion du temps, va alimenter éventuellement, certains ont des CRM ou des outils marketing à côté, vont interagir, vont interagir peut-être aussi avec un portail client que vous ouvrez avec à vos clients pour qu'ils viennent interagir avec vous directement, passer des commandes, consulter des factures, éditer, sortir les certificats de réalisation, etc. Et puis interfacer évidemment avec votre facturation, tout ce qui est finance et comptabilité. Donc ça, c'est un système d'information. Donc le système d'information, lui, il doit contribuer, c'est-à-dire que pour la plupart des indicateurs majeurs, c'est-à-dire que l'auditeur, quand on dit qu'il faut que vous puissiez justifier dans la mise en place d'un système de type documentaire, l'auditeur il peut se satisfaire de formulaires du système d'information. Si vous êtes capable de démontrer pour un dossier, par exemple, la validation du besoin à travers un formulaire dans votre processus de vente, intégré dans votre qualification dans le processus de qualification et de proposition et opportunité de commande comme on a clairement dans un CRM, l'auditeur il peut se satisfaire de ça. Donc regardons un petit peu justement ces questions, ces indicateurs. Donc on va commencer par les indicateurs majeurs. Donc les premiers, par exemple, le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Quand le financeur, quand c'est par exemple Pôle emploi qui vous passe une convention pour former 100 soudeurs de la ville de Clermont-Ferrand, par exemple. Eh bien là, vous avez donc un client, eh bien, vous avez donc un processus de vente dans lequel vous allez qualifier, vous allez faire un devis, vous allez répondre à un appel d'offres. Eh bien, il faut clairement être capable de justifier que vous avez intégré un formulaire de validation des attentes dans le processus commercial qui va être transmis avec votre devis par exemple, et qui peut être et quand il va être signé donc par le client, et donc vous êtes capable d'apporter un élément de preuve. Voilà. Deuxième objectif, le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Deuxième indicateur. Là, c'est pareil. Si vous avez, là, il vous faut être capable dans votre système d'information, quand vous créez votre offre, d'avoir des objectifs extrêmement clairement professionnels qui soient extrêmement structurés. Pourquoi? Parce que ces objectifs vont vous servir derrière, un peu plus tard dans les d'autres indicateurs, pour la validation et l'attestation des compétences. C'est-à-dire que vous devez, à la fin de la formation, comme vous devez à la fin de la formation vous assurer que l'atteinte des objectifs, il faut que vos objectifs soient clairement définis en amont pour que vous puissiez mesurer l'atteinte en aval.
Donc là, c'est pareil, le système d'information doit clairement vous aider là-dessus et vous devez être capable ensuite de le démontrer à travers les apprenants qui sont mis en formation. J'ai validé, on a bien fait la validation des objectifs en amont et on les a mesurés, l'atteinte en aval. Le prestataire établit les contenus, les modalités de mise en œuvre de prestations adaptées aux objectifs définis au public bénéficiaire. Eh bien là, par exemple, là, c'est dans le workflow de création d'une nouvelle action de formation. Vous devez bien vous assurer dans le formulaire de création de votre offre que vous avez bien pris en compte l'ensemble de ces éléments. Donc là encore, le système d'information, il est capable de démontrer ça, c'est-à-dire d'être capable de dire, bah voilà, quand j'ai un projet de créer, quand j'ai le projet de créer une nouvelle action de formation, je passe par telle ou telle étape, j'ai bien rempli tel ou tel champ, tel ou tel critère, et je m'assure que si je suis audité, je suis capable de montrer que l'ensemble de ces éléments. Le 7, lorsque le prestataire met en œuvre les prestations conduisant à la certification professionnelle, il s'assure de l'adéquation des contenus aux exigences. Là encore, est-ce que mon action de formation, elle est correctement découpée? Est-ce que j'ai bien, quand j'ai une action diplômante, est-ce qu'elle est bien, on fait bien apparaître les blocs de compétences? Est-ce que les certifications sont bien liées associées, etc. Donc, il faut montrer qu'on est clairement en adéquation avec le référentiel de certification, notamment qui est maintenu par France Compétences aujourd'hui. On peut en passer encore d'autres. Hein. Donc, vous voyez, après, vous présentez comme un tableau de bord, vous définissez un pilote dans votre organisation, et puis après, derrière, vous mettez le plan d'action, les outils à mettre en place, et puis une fois que tout est mis en place, vous dites on est prêt par l'audit. Mais après, derrière, ça veut dire que s'il y a des équipes derrière, il va falloir aussi les former, les monter en compétences, les transformer, parce qu'ils avaient l'habitude de travailler d'une certaine façon, ils vont travailler d'une autre, etc. Donc, il est 11h27, on va encore détailler quelques indicateurs et puis après, on va passer, aux questions-réponses. Alors, sur d'autres indicateurs, donc, vous avez le tableau complet dans la présentation, hein, mais là, évidemment, je ne peux pas revenir sur chaque indicateur. Donc, que faut-il faire? Ce sont des éléments de preuve, mais assez pragmatiques par rapport à ce que vous pouvez mettre dans votre système d'information. Hein. Donc, par exemple, le prestataire met un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté. Des fois, ça ne paraît pas forcément clair comme indicateur. Maintenant, il suffit simplement, dans un parcours de formation, intégrer des activités culturelles, sportives dans les parcours de formation. Donc, comment on justifie ça? Là encore, vous ouvrez votre système d'information, vous montrez les parcours, vous voyez bien les parcours apprenants, vous voyez bien que dedans, il y a des activités culturelles. Vous êtes capable de justifier les présences à ces parcours par les relevés de présence, par l'assiduité, et par aux activités sur ces parcours. Donc, vous remplissez le critère. Le prestataire informe les apprentis de leurs droits en tant qu'apprenti. Là, c'est pareil, il faut prouver que vous avez bien fourni dans le livret d'accueil un livret d'accueil avec le règlement intérieur, etc. Ça, tout le monde fait ça. Qu'est-ce qu'on peut… alors, la cartographie des compétences des intervenants, ça. Alors, le handicap, d'accord, parce que le handicap est quand même extrêmement vérifié. Donc, le prestataire dispose d'un personnel dédié à l'appui à la mobilité nationale et internationale, d'un référent handicap et le conseil de perfectionnement. Donc, bon. Là, on est surtout sur le référent handicap, donc il faut être capable d'avoir une ou deux personnes dans la formation qui soient référents handicap, donc qui soient sensibilisés à ça, qui soient formés à ça, et que vous puissiez derrière les nommer de façon à ce que si derrière, et vous pouvez même afficher leurs coordonnées sur les actions de formation, etc., de façon à ce que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un conseil avant de s'inscrire, puisse les contacter directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les handicaps, l'auditeur va être aussi
très rigoureux sur les locaux, c'est-à-dire est-ce que vous êtes bien un établissement pouvant accueillir du personnel? Est-ce que vous pouvez accueillir des personnels à mobilité réduite? Est-ce que vous avez identifié l'ensemble des salles? Est-ce que quand vous planifiez une formation et que vous avez un apprenant en situation de handicap qui est inscrit à la session de formation, est-ce que vous avez bien sélectionné un lieu et une salle adaptés à recevoir du personnel en handicap, etc. Donc, il faut être capable de justifier aussi ce genre d'éléments. Ensuite, après, on va avoir vous savez, vous avez des indicateurs sur les compétences des formateurs et des prestataires externes. Donc, en gros, vous devez être capable de justifier des compétences, du référencement et des compétences de vos formateurs internes et comment vous montez en place, donc être capable de cartographier les compétences. Donc, en fonction des formations pour lesquelles vos formateurs sont accrédités, habilité, eh bien, vous devez être en mesure de dire, bah, voilà, les compétences, quelles sont les compétences en face qu'il faut pour être formateur. Il y a les compétences de base du formateur en lui-même. Donc, il y a une certification aujourd'hui il y a un CQP pour les formateurs, il me semble, et puis il y a tout un tas de formations pour les formateurs. Eh bien, la personne est bien formateur, et puis a bien les compétences de formateur et a les compétences du domaine pour lequel il va former l'apprenant. Et derrière, il faut être capable de cartographier ça, d'évaluer et ensuite de montrer les plans de développement des compétences qui sont mis en œuvre pour prouver l'amélioration de ces compétences. Enfin, l'acquisition des compétences en lacune. Donc ça, pareil, votre système d'information, il doit être capable un système RH, c'est un système RH assez classique, sauf que là, on ne parle pas de métier, on va parler plutôt de formation, mais c'est à peu près la même chose. Au lieu d'avoir une GPEC qui s'adresse à des emplois types et des postes, eh bien là, on va s'adresser à des métiers, non pas des métiers, mais à des formations. Mais on retrouve à peu près une logique assez similaire. Ensuite, derrière, les autres indicateurs majeurs, donc, alors, mobilise les expertises, les outils, les réseaux nécessaires pour accueillir et former les situations de handicap. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est que, donc, si vous n'avez pas des locaux qui sont en mesure d'accueillir des personnes en handicap, vous devez être capable, le jour de l'audit, de justifier d'un réseau de partenaires que vous pouvez mobiliser à tout instant pour organiser une formation dans un lieu capable de recevoir du personnel en situation de handicap. Donc, par exemple, vous êtes au premier étage d'un bâtiment sans ascenseur, avec aucune salle permettant d'accueillir du personnel, des apprenants en situation de handicap. Mais si vous avez un partenaire loueur de salle à proximité de votre organisme de formation et démontrer que vous êtes en relation avec lui pour pouvoir louer une salle à tout moment si ça devait se justifier, eh bien, vous répondez à ce critère. Ensuite, oui, alors pour la sous-traitance, vous n'avez pas l'obligation de cartographier les compétences des intervenants, des prestataires que vous avez habilités. Par contre, vous devez vous assurer que les prestataires que vous habilitez sont quand même ont bien le niveau d'expertise dans le domaine que vous allez gérer. Après, bon, je sais que certains, pour les intervenants sous-traitants, les vacataires notamment, le système de la cartographie des compétences, ils la font passer même à leurs vacataires. Mais, le vacataire est considéré comme un salarié, vous me direz, mais bon, en tout cas pour ceux qui travaillent en honoraire, eh bien, vous n'avez pas l'obligation de faire la cartographie des compétences des intervenants qui sont là. Alors ensuite, le prestataire met en œuvre des mobilités de traitement, des difficultés rencontrées par les parties prenantes, les réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation.
Bien là, ça veut dire que vous avez mis en place une démarche qualité. Alors tiens, le que faut-il faire n'est pas rempli. Bon, on va corriger le document pour vous donner les éléments. Là, la démarche qualité, en fait, là, vous avez une démarche de service après-vente assez classique à mettre en place, c'est-à-dire que à travers les enquêtes de satisfaction que vous avez faites à l'issue des formations, que ça soit vers l'apprenant, vers le commanditaire et ou vers le financeur, si vous passez par un financeur, eh bien, vous devez être capable de relever des non-conformités. Non-conformités parce que c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème qui s'est déroulé pendant la formation, etc. Par exemple, aujourd'hui, où on fait beaucoup de classes virtuelles, bah, il y a une coupure. Le système de l'intervenant ne fonctionnait pas, ou le réseau était de mauvaise qualité, ou plein de choses. Eh bien, ça, c'est des anomalies qui doivent être tracées et qui doivent justifier d'un plan d'action et d'un plan de correction. Donc, et donc, dans un processus d'amélioration continue. Donc, si vous êtes capable de justifier ça, alors évidemment dans votre système d'information ou à travers un document Excel dans un premier temps, eh bien, vous répondez, vous satisfaisez ce critère. Et donc, il faut être capable de, un, tracer toutes les non-conformités et toutes les sources d'insatisfaction, et deux, de justifier d'un plan d'amélioration, donc d'un plan de correction, une action corrective, hein, pour faire en sorte que l'anomalie constatée ne soit corrigée et ne se reproduise pas. Donc voilà. Donc il est 11h36, il nous reste quelques minutes. On va passer aux questions. Je vais ouvrir le chat pour voir quelles questions vous avez, vous avez discuté. Calliope nous est refusé. Peut-on reprendre le processus de certification? Y a-t-il un délai de démarrage? Alors, si Calliope vous est refusé, vous devez redémarrer de zéro. Donc, c'est-à-dire que vous redevez passer un audit initial. Ensuite, alors, il y a pas mal de questions. Je vais essayer d'ouvrir. Bon, etc. L'organisme fait déjà 2015, y a-t-il des équivalences? Non, alors, il y a des équivalences uniquement pour les établissements d'enseignement supérieur qui sont habilités par la CTI, où là, il y a des passerelles pour Calliope, mais pas de passerelle à ma connaissance entre ISO 9001 et Calliope. Mais bon, à mon avis, c'est de l'ajustement. Hein. Ok. Alors, coaching, comment le coaching est-il intégré dans le processus Calliope? Le coaching n'est pas de la formation professionnelle. Donc, Calliope ne concerne que les champs de la formation professionnelle, formation, apprentissage, prestation. Alors, non, pas la prestation, bien sûr. La prestation, c'est du coaching. Lui, il ne rentre pas. Formation, apprentissage, VAE, bilan de compétences. Si vous faites du coaching, et qui n'est pas considéré comme de la formation professionnelle, c'est-à-dire vous ne l'avez pas vendu comme une action avec de l'accompagnement dans cette action, eh bien, vous ne l'intégrez pas. Par contre, le tutorat et l'accompagnement dans un processus de formation, lui, il est intégré. C'est-à-dire que si vous formez quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui passe une certification, peu importe la certification, même en formation continue, hein, dans ce cadre-là, eh bien, vous pouvez intégrer à l'intérieur de son parcours des heures d'accompagnement personnalisées. Ce n'est pas considéré comme du coaching, c'est considéré comme de l'accompagnement dans le cadre d'un parcours de formation professionnelle. Donc là, ça rentre dans le cadre de Calliope. Par contre, si c'est un coaching en développement personnel, par exemple, ou un coaching pour avoir des meilleures méthodes de travail, etc., eh bien, là, ce n'est pas considéré comme de la formation professionnelle. Ou alors, il faut le vendre à travers une action de formation professionnelle. Si Calliope nous est refusé, ok. Oui, alors il y a une réponse qui est faite, là, d'Isabelle, c'est bien.
Je représente Petite Association dans le domaine de l'éducation. Celles-ci sont prises en charge par Formiris qui nous demande une certification Calliope. Existe une version adaptée? Non, il n'y a pas de version adaptée. C'est-à-dire que si vous faites que de la formation continue et vous ne faites pas de diplômant, eh bien, vous n'aurez que 23 indicateurs. Donc, c'est tout. Mais il n'y a pas d'adaptation. C'est pour tout le monde la même chose. OK. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres? Le format Léo est un langage. Oui. Alors, qu'est-ce que le format Léo? Ah oui. Le format Léo, en fait, c'est beaucoup demandé aujourd'hui par les institutions publiques. C'est un format de présentation et de structuration de l'offre de formation qui permet ensuite de faire des exports vers notamment EdOff ou d'autres sites type Carry4F, si vous voulez rapidement pouvoir interfacer votre offre de formation avec leur site web pour qu'elle soit publiée sur leur site web. Donc, le langage Léo est un langage qui permet justement cet interfaçage entre différentes plateformes. Parce qu'aujourd'hui, l'offre de formation, si vous regardez les 5 plus gros organismes de formation français, vous regardez ce qu'ils ont mis dans leur offre comment leur catalogue est présenté, vous voyez que ça se ressemble de plus en plus parce qu'il y a Calliope qui est passé par là, mais il y a quand même certaines différences. On ne présente pas la même chose. Vous prenez par exemple un CACES R489, vous le regardez à l'Aftral, vous le regardez chez Forget Formation, ou vous le regardez chez un autre qui est spécialisé dans le domaine, il y en a plein. Sur le CACES, c'est une des formations les plus vendues. Eh bien, vous voyez qu'ils ne la présentent pas de la même façon. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation au niveau des offres, et donc Léo a été fait pour ça. C'est-à-dire pour offrir une harmonisation pour que chaque organisme de formation puisse structurer leur offre d'une certaine façon afin de pouvoir la publier facilement, notamment vers l'institution publique et l'appli CPF la plupart du temps. Mais Léo, ça va beaucoup plus loin que ça quand on commence à se mettre dedans. C'est une vraie méthode d'organisation de l'offre de formation. Alors, les durées d'audit sont fixées dans l'arrêté. Oui, alors Isabelle elle répond bien à beaucoup de questions. Elle est bien spécialiste. Donc, les questions sur lesquelles Isabelle répond, je ne vais pas répondre non plus. Quelle antériorité est prise en compte lors de l'audit s'il y a des enregistrements qui ne sont pas conformes à Calliope? L'antériorité, c'est l'antériorité à partir de quel moment vous avez commencé la démarche. C'est-à-dire que si vous passez au 1er janvier 2022, on va commencer à regarder des choses de 2021 et ce que vous avez mis en place pour que 2022, tout soit en conformité. Avez-vous de formations que doivent suivre les référents handicap? Je dirais peu importe. Les formations, c'est du moment que vous accueillez du public dans votre établissement, vous devez avoir un référent handicap. Voilà. Concernant si on ne peut pas accueillir des personnes à mobilité réduite dans notre centre, a-t-on l'obligation? Alors, vous avez, oui. Alors, si vous ne pouvez pas accueillir non, vous pouvez aussi former chez le client, mais si votre centre n'est pas adapté pour recevoir des personnes à mobilité réduite, eh bien, vous devez être capable de présenter à l'auditeur des partenaires capables de le faire si jamais l'occasion se présentait. Mais voyez, nous, Alcur, on est éditeur de logiciels, donc on forme nos clients, on va même passer la certification Calliope. Eh bien, nos bâtiments ne sont pas avant Calliope, on accueillait nos clients chez nous pour se former, on prenait une salle de réunion, on la transformait en salle de formation. Mais avec Calliope, on ne peut plus réellement faire ça. C'est-à-dire que si jamais on ne peut pas aller se former, un client qui nous dit moi j'ai un salarié en situation de handicap et donc est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir l'accueillir? Nous, on doit répondre non. Et donc en solution, première solution, on va chez notre client et on dit la formation se va dérouler chez vous. Ou alors, on a un partenaire qui, lui, est capable de recevoir des personnes en situation de handicap et donc, on va lui louer une salle et ça sera compris dans l'offre de formation, c'est-à-dire dans la prestation, c'est-à-dire
d'accueillir le client, d'être capable d'accueillir une personne en situation de handicap. Et pour bien vérifier tout ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir des références à l'ensemble, à chaque fois dans tous les documents, d'avoir des éléments de présentation des coordonnées du référent handicap et des éléments démontrant que vous avez bien pris attention auprès de votre client qu'il y a des personnes en situation de handicap qui vont venir à la formation. Alors, la mobilité nationale et internationale, c'est plus lié à de la formation. Alors, il y a certaines formations, notamment dans l'enseignement supérieur, qui sont en formation continue et qui font appel à ça. Mais pour le critère 20, ce qu'il fallait essentiellement retenir, c'était de mémoire, c'est pas vrai, je l'ai plus, je vais vous le dire, c'est le référent handicap. En fait, ce sont des référents, c'est différents types de référents. Un conseil de perfectionnement, ça existe dans les écoles. Après, il y a certains organismes de formation qui le font. Mais le référent handicap, c'est vraiment c'est pas un poste, hein, c'est vraiment une responsabilité, comme on a des référents RGPD, bon, c'est devenu un poste avec les DPO, mais il y a des référents RGPD, il y a des référents handicap, il faut avoir maintenant dans les organisations, il faut avoir ce type de référent. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Oui, bien sûr, Céline, lorsqu'on a obtenu la certification, si on veut ensuite mettre au catalogue une nouvelle formation, mais bien sûr, vous pouvez le faire. Encore une fois, c'est Calliope, c'est une certification qualité. En gros, ça certifie des bonnes pratiques. Ça certifie que vos pratiques de conception, de vente, de planification, d'administration des ventes et de facturation sont conformes aux exigences Calliope. Mais donc après, évidemment, Calliope, vous pouvez très bien faire une certification, vous pouvez bien demander la certification avec très peu d'offres, très peu de formations, et puis les développer par l'avenir. Du moment que quand vous allez les développer par l'avenir, vous allez respecter les engagements que vous avez mis en place dans les formations précédentes qui vous ont permis d'obtenir la certification. Il n'y a pas de souci. Alors, et puis on va, il est 47, on va bientôt s'arrêter. Je regarde les autres questions. Alors, le SI devient plus pesant dans les ressources matérielles mobilisées. Oui, si la formation est dispensée en distanciel, en effet. Bon, il y a encore d'autres questions, mais je les traiterai, éventuellement les traitera en aparté, puisque il y a à peu près toutes les questions partaient du même principe. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation et j'espère que ce webinaire, évidemment beaucoup trop rapide, a répondu à quelques-unes de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir besoin de tout renseignement, à la fois sur Calliope, mais aussi sur notre logiciel. Et nous serons ravis de répondre à vos questions. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous dis au revoir et puis à bientôt pour une prochaine intervention sur un autre webinaire. Très bonne journée à vous.